early in the morning. A long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where we the line was. 6h30 sur le réseau synchronisé de la RTS. Mesdames et messieurs, bonjour et bon réveil en notre compagnie. Nous sommes le vendredi 3 novembre 2023. Juma Moubarak à tous, chers téléspectateurs. La principale chronique qui nous accompagne ce matin, c'est celle de Abdul Aziz Ban, les sports. Et il sera accompagné d'Aline Badarakan qui interrogera les différents profils qui nous accompagneront ce matin. Kinkeliba, c'est également les capsules quotidiennes, la météo, le bulletin d'information, également la gymnastique. Tout de suite, quel temps fait-il à Dakar et dans les régions du Sénégal? C'est l'heure de la météo. Toujours un plaisir de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. C'est l'ANACIM qui revient avec l'actualité météorologique. À la une, nous aurons cette persistance de chaleur sur une bonne partie du pays, particulièrement dans la moitié est au courant de ce vendredi. L'animation satellite permet de voir un ciel qui sera un peu nuageux sur le pays, avec des passages notés un peu partout sur le territoire et des vents qui souffleront essentiellement de nord sur le pays au courant de cette journée. Les prévisions attendues donc montrent une stabilité en termes de pluie, donc synonyme de pas de pluie sur tout le pays, avec des températures qui vont atteindre ou dépasser 40 degrés, surtout dans la moitié est du pays, avec Kaffrine, Tambacounda, Bakel, mais aussi Louga, Linguère et Matam qui auront tous des températures élevées. Et à Podor, nous aurons le maxi des maxi qui sera à hauteur de 42 degrés. Un peu vers l'ouest, c'est Dakar qui aura la température la plus basse, atteignant 33 degrés, malgré toujours une persistance de la chaleur sur cette partie du pays. Chers téléspectateurs, nous ne nous attendons pas à de la pluie sur le pays au courant de ce vendredi, mais dites-vous bien que la chaleur va être de mise, surtout sur les régions est, mais aussi un peu vers le nord, avec des températures qui vont dépasser 40 degrés par endroit sur le pays, et toujours une persistance de la chaleur humide sur les régions proches du littoral et le sud du pays. Donc voilà qui met fin à votre bulletin, chers amis téléspectateurs. Nous vous invitons à suivre l'information météorologique en provenance de l'ANACIM à travers les réseaux que voici, et vous donnons rendez-vous la semaine prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. C'était le bulletin météo, vous l'aurez compris, une chaleur qui prédominera sur la quasi-totalité du territoire. Merci à nos partenaires de la NACIM qui nous envoient quotidiennement ces prévisions météorologiques. Nous sommes en direct sur la une, mais également sur nos plateformes digitales, la page Facebook RTS et également la page Facebook Kinkeliba. Vous pouvez suivre également le direct sur l'application RTS. Alors, je vais accueillir l'équipe du jour qui va tout de suite venir me rejoindre en attendant de lancer la gym. Généralement, les vendredis, le coach Tandara nous propose des challenges. Allez, vous les relever tout de suite. C'est la gymnastique. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. Notre dernière capsule de la semaine. Alors, les couleurs Mimosa du Borussia Dortmund, c'est en Allemagne, ou peut-être l'ASEC Mimosa en Côte d'Ivoire, ou le Dakar Université Club. Et donc, bonjour à tous les étudiants du Dakar Université Club. C'est vrai, ce grand club mythique, je veux parler surtout de la section de basket, même s'il y a du football, de l'athlétisme et autres. Alors cela dit, mesdames et messieurs, notre capsule d'aujourd'hui avec le challenge du vendredi sera axée surtout avec la dominante, le squat jump, vous allez voir. Ce sera aussi avec le gros ballon, ce qu'on appelle le Swiss Ball, mais vous allez apprécier, mesdames et messieurs, et ce sera avec le coach Mansour pour terminer la semaine, évidemment en compagnie du coach Bou. Et tout de suite, je donne la parole au coach Mansour. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous voilà pour terminer notre semaine en beauté avec le challenge du vendredi. Comme l'a si bien dit notre coach Tanaka, nous allons faire un challenge avec des pole prises et des squat jump sur les steps. Ainsi, on va attaquer automatiquement les gainages avec le ballon et les steps. De ce fait, nous vous donnons, mesdames et messieurs, j'espère que vous nous avez bien suivi. Vous nous voyez transpirer parce qu'on a fourni beaucoup d'efforts pour pouvoir réussir ces exercices. Très bon week-end et à la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà. Et donc, c'est terminé. On a l'habitude de dire terminus
tout le monde descend et comme vous le savez, mesdames et messieurs, avec le challenge du vendredi, ça va très 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 vite comme vous l'avez constaté. Alors cela dit, mesdames et messieurs, je vous souhaite un excellent VSD et à lundi, Inch'Allah, si vous le voulez bien. Merci beaucoup, coach Tandara. Excellent VSD. À vous également. Bon week-end. Alors, Juma Moubarak également. À vous et au coach Bou. Alors, ils m'ont rejoint en plateau. Aline Badarakan, Abdul Aziz Ban. Bonjour, Abdul Aziz. Comment vas-tu? Bonjour, Anta. Ça va très bien. Le programme de ta rubrique de ce matin. Aujourd'hui, on va parler du mondial U17 avec la dernière ligne droite pour les Lionceaux du Sénégal qui sont actuellement à Bandung pour disputer cette Coupe du Monde prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain. On va également parler de Ligue 1 avec le programme de la deuxième journée, de Ligue 2, le programme de la deuxième journée également. Parler des maillots des supporters sénégalais on en a parlé publiés, mais également de parler de canoë kayak avec le doyen Tandara Ndiaye. Revenir également sur l'actualité de la lutte avec le combat tant attendu entre Modlo des Parcelles Assainies et Ama Baldé. Très bien, et ce sera dans la première partie de ce magazine. Aline Badarakan, bonjour, bon réveil. Je sais que tu vas très bien. On est vendredi. Qui sont nos invités du jour? Merci beaucoup. Alors, nous avons le plaisir de recevoir trois invités pour ce dernier numéro de la semaine. Les deux premiers donc, sont déjà là sur ce plateau. On va commencer par la dame, Madame Sarah. Alors, Madame Sarr qui est là, Josette Marie Sarr, plus précisément, bergère de la communauté Jeune Espérance. Alors, ils organisent le 37e week-end des femmes, hein, donc un week-end spécialement dédié aux femmes. On reviendra sur le choix, pourquoi pas un week-end des hommes. Hein. Il y a un certain ostracisme qui ne dit pas son nom. Alors on reviendra donc sur voilà, la pertinence de ce week-end-là, dédié vraiment donc à la gente féminine, mais aussi en profiter pour faire voilà, davantage connaissance avec donc, la communauté Jeune Espérance, hein, une communauté qui regroupe des religieux et des laïcs. Donc voilà les questions sur lesquelles bien sûr nous reviendrons avec notre premier invité, Madame Sarr, et bien sûr voilà, rappeler le thème de cette année. Est-ce que vous pouvez nous le rappeler déjà? Il manifesta sa gloire et tous crurent en lui. Voilà, et je pense que c'est tiré directement donc de la Bible. De la Bible. Jean 2, verset 11. Verset 11. Bon, je pense que René Léon Fonseca, il a maîtrisé ça, même si certainement il a sauté pas mal de cours de catéchisme. Hein. Et je sais qu'il pisse un peu sur Internet. Sur Internet, René Léon. On va tester ses connaissances après. Et à sa suite, donc, nous allons parler un peu de la lutte contre le cancer, donc à travers ce 14e congrès de l'African Organization for Research and Training in Cancer, ici au Sénégal. Alors pour en parler, nous avons l'honneur de recevoir le docteur Kantaka, médecin en radiothérapie. Et on va s'arrêter bien sûr sur le thème de cette année, de ce 14e congrès, le cancer en Afrique, bien sûr, mise en œuvre, main-d'œuvre, opportunité. Je pense que quand même c'est des sujets qui se recoupent, hein, parce que dans cette lutte-là, il faudrait quand même l'adhésion de tout le monde, hein, et ne sous-estimer en tout cas aucune force. Je pense que parce que le cancer quand même c'est une maladie extrêmement coûteuse mais difficile à combattre, et pour cela il faudrait qu'il y ait véritablement une synergie de toutes les forces combattantes, on va le dire ainsi. Bon, on va puiser un peu dans le jargon militaire. Et enfin dans la deuxième partie, nous allons parler un peu de ce festival, hein, la 7e édition, donc le festival Gorée Dakar Jazz, hein, le Dakar Gorée Jazz Festival, avec bien sûr donc monsieur Mama Sabara, qui en est le secrétaire général, et avec lui donc on parlera un peu de ce festival, et puis également voilà les grandes têtes d'affiche, hein, qui seront attendues à Dakar pour cette rencontre culturelle, mais qui a également des relents, disons, touristiques. Très bien, merci beaucoup Aline Badarakan. Madame Sarr, bonjour, bienvenue sur ce plateau. Je vais vous laisser quand même répondre à la question d'Aline Badarakan. Pourquoi finalement un week-end dédié aux femmes? Pourquoi ce week-end dédié aux femmes? Déjà, c'est une organisation, hein, Jeune Espérance. Il y a des hommes, il y a des femmes. Donc, c'est l'évangélisation du semblable par le semblable. Voilà. Les femmes évangélisent les femmes, les hommes évangélisent les hommes, et les couples évangélisent les couples, les enfants évangélisent les enfants. C'est comme ça que ça se passe. Très bien, et on en parlera dans la première partie de ce magazine. Alors à vos côtés, docteur K, bonjour, bienvenue sur ce plateau. On sort du mois de sensibilisation autour du cancer. Est-ce que vous avez senti finalement vraiment tout l'engouement de la population, de ces organismes qui ont eu à récolter des fonds à l'endroit justement de ces malades du cancer?
Bonjour et merci d'abord pour l'invitation. Vous nous donnez l'opportunité de parler de notre travail et également de ce qui se passe actuellement au Sénégal et en Afrique en général. Cette année, comme toutes les années précédentes, on a vraiment senti la population, la société civile qui vient de plus en plus et surtout les entreprises également qui viennent. Depuis quelques années quand même, lorsqu'on regarde Octobre Rose, on se rend compte que la population elle est de plus en plus sensibilisée. Ce qu'il faut juste ne pas oublier, c'est qu'on n'a pas qu'Octobre Rose, on a aussi le mois de novembre pour les cancers des hommes. On appelle Movember. Sauf que c'est très peu vulgarisé, c'est très peu... disons, il y a moins d'engouement derrière parce que bon, il y a la nature, je ne dirais pas pudique, mais bon, les hommes n'aiment pas parler de leur cancer parce qu'ils lisent souvent, ils associent ces cancers, notamment la prostate, à la virilité, ce qui fait qu'ils ne viennent pas très facilement pour ces journée de sensibilisation. Et cette année, je pense que l'Association sénégalaise d'urologie va évoluer dans ce sens pour permettre d'avoir, disons, la même chose qu'en octobre pour les cancers des femmes. Ça s'appelle le November Movember. Movember. Ouais. Très bien, un mois qui sensibilise les cancers autour, on va dire, de l'homme. Alors, Alioune Badara Kane, sans doute, on va avoir un invité, pourquoi pas, durant le mois de novembre. Bien sûr, pour faire cette sensibilisation, parce que le cancer, en fait, on a tendance à le féminiser. Or, le cancer, quand même, touche toutes les couches de la société, tous les genres sont concernés, que ce soit les hommes et les femmes. Et surtout, bien sûr, on me dira que les femmes en souffrent le plus, mais également les hommes. Mais comme il l'a dit, on est dans une société où il y a une certaine pudeur. Donc, ce qui fait que pour certaines affections, on a du mal à se confier même à son médecin traitant. Il y a des hommes, pratiquement, carrément, qui se laissent mourir. Hein. Je sais de quoi ils parlent, surtout par exemple ce qui concerne le cancer de la prostate, parce qu'ils ne veulent pas afficher cette maladie, ils ne veulent même pas se faire ausculter. Et donc forcément, fatalement, cela va les conduire à la mort. Or, un diagnostic précoce leur permettrait d'avoir une bonne vie et de pouvoir repousser même la chance de la mort. Mais tout cela demanderait véritablement une grande sensibilisation et pour qu'on puisse véritablement être décomplexé en allant naturellement chez son neurologue, comme le font les dames pour leur gynécologue. Je crois qu'on devrait tous tendre vers cela. Voilà. Très bien, merci beaucoup Alioune Badara Kane. Alors j'ai une question pour vous, vous faites un peu de sport? Madame Sarr? Je fais la marche. De la marche, c'est déjà pas mal. C'est bien. Alors docteur, vous faites du sport vous? Oui, j'en fais, ouais. Très bien, et on va passer tout de suite à la rubrique sport avec notre sportif de l'équipe. Il s'agit de Abdul Aziz Ban, juste après le jingle. Alors, Abdulaziz Ben, on commence par l'équipe de football U17. Les Lionceaux sont à Bandung. À Bandung, oui. Bandung, c'est le chef-lieu de la province du Java occidental en Indonésie. Une grande ville construite au milieu des volcans et des plantations de thé. Et c'est dans cette ville que les Lionceaux vont poursuivre leur préparation avant la Coupe du Monde prévue du 10 novembre au 2 décembre prochain. Nous allons écouter les explications de Serigne Saliou Dia, l'entraîneur des U17. On était donc dans la deuxième phase de notre préparation. Donc la première phase, c'était passé à Toubab Diala. Donc on a eu une très belle préparation avec des matchs contre des équipes locales. Maintenant là, c'était la deuxième phase où il fallait venir ici en Turquie, avoir des profils similaires aux adversaires qu'on a dans la prochaine Coupe du Monde. Et là, je pense que c'est l'occasion de remercier et de féliciter plus ou moins la fédération pour cette initiative encore prise. Maintenant, il nous fallait, à travers ces adversaires que sont le Panama, la Russie et l'Ouzbékistan, avoir des profils similaires que l'Argentine, la Pologne et le Japon. Donc c'était extrêmement important d'avoir ces genres de matchs pour que les joueurs puissent être prêts par rapport à tous les adversaires. Et voilà, on a eu 3 matchs, 2 victoires et un match nul, 7 buts marqués, 1 but encaissé. Donc, mais c'est des trucs un peu flatteurs. Je pense que l'essentiel, c'est de ne pas se focaliser un peu sur cette évaluation normative. Nous, on a besoin plus de l'évaluation formative qui va nous montrer encore une fois ce qu'on doit corriger dans le jeu, comment on doit améliorer le jeu. Sinon, si on dort sur ces résultats, par exemple, c'est pas bon, c'est ça qu'on a alerté aux petits. Donc je pense qu'avant la troisième phase qui va nous amener vers l'Indonésie, et on rappelle qu'on était à 23 jours, maintenant il va falloir qu'on parte avec 21 jours, c'est des exigences de la FIFA.
On a voulu vraiment compter sur un groupe très large jusqu'à la dernière. Parce qu'un tournoi, c'est pas sûr. On pouvait tout le temps avoir des blessés. Donc là, maintenant, on va partir avec un groupe de 21 joueurs. Demain, peut-être demain dans la soirée, voilà, qui va nous permettre d'avoir le groupe complet pour aller un peu dans ce tournoi en Indonésie. Maintenant, il va falloir dans la troisième étape peaufiner un peu plus ou moins l'équipe, affûter plus ou moins un peu l'équipe pour être prêt les jours J. Et ça passera par, on va aller en Indonésie encore 10 jours avant la compétition. Donc encore une fois, c'est une excellente chose. Peut-être on aura un adversaire sur le plan local, donc il va nous permettre encore de faire les dernières avant d'entamer un peu notre premier match contre l'Argentine le 11 novembre, Inch'Allah. Alors, l'équipe des Lionceaux, les U17, les champions justement en titre de... Alioune Badara Kane, t'aimes bien titiller vraiment l'équipe pendant qu'on est en off. Alors, aujourd'hui, ils sont en pleine préparation. Leur premier match, c'est face à l'Argentine. Oui. C'est le 11. Le 11 novembre, le Sénégal va jouer son premier match lors de cette Coupe du Monde U17 face à l'Argentine. L'équipe s'est bien préparée, surtout à Toubab Dialaw, mais également au niveau de la Turquie, avec 2 victoires et un match nul, en ayant battu le Panama également. Mais également aujourd'hui, il faut rappeler que cette équipe est championne d'Afrique. Ils vont défendre les couleurs africaines durant cette Coupe du Monde. Et on souhaite bonne chance à cette équipe du Sénégal, à Amara Diouf et compagnie. En tout cas, l'équipe nationale des malentendants ont vraiment bien ouvert les portes en étant justement 3e sur le podium mondial, en espérant qu'ils nous reviendront, pourquoi pas, avec une médaille d'or. Oui, on espère bien. À défaut, une médaille d'argent. Tout à fait, on espère bien. On a les capacités d'avoir une médaille d'or, ou même d'avoir une médaille d'argent. Mais impossible n'est pas sénégalais, comme on dit. Il faut souhaiter bonne chance à ces joueurs-là, de ne pas avoir de blessés lors de cette compétition, de cette préparation. Il ne reste que quelques jours. On est aujourd'hui le 3, 7 jours, on est à 8 jours même du premier match du Sénégal. Donc, bien se préparer pour bien entamer cette compétition. Très bien, on reste dans cette même discipline, football, CAF Award 2023. Alors, les nommés sont désormais connus. Les nominés connus, le Sénégal sera bien représenté à cette cérémonie avec des nominations dans plusieurs catégories. Joueur de l'année, entraîneur de l'année, meilleur gardien, meilleur jeune joueur. Nous allons suivre les explications de Fatoumata Savané. Le Sénégal sera bien représenté par ses acteurs du football. La cérémonie aura lieu le 11 décembre 2023 à Marrakech, dans le royaume chérifien. Excellent reportage de Fatou Savané. Alors, pays voisin qui organise justement ces awards. Il y a beaucoup de Sénégalais, de joueurs, d'entraîneurs et également Sadio Mané qui était le dernier à l'emporter le Ballon d'Or africain. Tout à fait. Alors, est-ce que tu penses qu'il va regagner ce Ballon d'Or? Bon, non, je ne pense pas. Non. Je pense que, comme je l'ai dit tout à l'heure avec Alioune Badara, Osimhen du Nigeria part largement favori, mais également Bounou, le gardien, le gardien marocain, donc, qui a fait une très belle prestation lors de la Coupe du Monde. Mais je pense que Sadio aura des votes, mais aujourd'hui, ce sont ces deux-là qui partent favoris. Très bien. Alioune Badara Kane, réaction? Je pense que là, on est sur la même longueur d'onde, hein, parce que je crois que aussi bien au regard de la saison qu'il a réalisée l'année dernière en Italie, en étant déjà en étant meilleur buteur de ce championnat, un championnat où voilà, on connaît un peu la rigueur des défenseurs. N'empêche, il a été meilleur buteur, il a fini meilleur buteur. Il a porté également l'emblématique équipe de Naples, hein, qui attendait depuis des années un 3e sacre en Scudetto. Et enfin, Naples qui gagne le championnat. Et ça permet maintenant de tourner la page Maradona. Parce qu'il fallait donc l'arrivée de ce Messi-là qui est Osimhen pour que cette équipe-là, donc du sud de l'Italie, puisse remporter ce championnat-là devant les gros cylindrés que sont la Juve, bien sûr, le Milan AC, l'Inter de Milan et tout cela. Et c'est Osimhen qui a porté véritablement donc cette équipe qui a amené un vent de fraîcheur. Donc je crois qu'avec déjà la constance qu'on lui connaît depuis un certain temps, parce qu'il s'est révélé déjà du côté de la Belgique avant de confirmer dans le championnat français à Lille, où il n'a pas trop duré, mais il a tellement crevé l'écran avec des statistiques incroyables. Et cerise sur le gâteau, il arrive à Naples pour sa première saison, si je ne me trompe pas. Hein. Je pense deuxième saison. Il termine meilleur buteur. Voilà, il permet à son équipe du Bayern de Munich, avec sa blessure, il a raté le mondial. Donc il a été très compliqué. Il lui sera très difficile plutôt
de conserver son titre. Et je pense que Sadio Mané, en tant que joueur sur le plan individuel, pour un Sénégalais, on va dire, comme je l'ai rappelé hier, pour ce qui concerne Messi, il a terminé le jeu, il n'y a plus de challenge pour lui. Le seul challenge peut-être, c'est un peu de faire un troisième mondial et pourquoi pas peut-être d'amener le Sénégal au moins dans le carré d'as. Mais sinon, il n'y a pas tellement de pression sur lui. Et le connaissant grand seigneur, je l'imagine présent au Maroc, peut-être pour encourager ces jeunes frères africains qui vont se révéler, qui vont porter voilà, le flambeau. Comme voilà, le Marocain Bounou, Bounou qui est en fin de carrière, mais surtout celui qui est là, qui est au Qatar Saint-Germain, le latéral marocain. J'ai oublié le nom. Hein, et puis également, bien sûr, Osimhen, je pense qui demain seront les grandes stars donc, du football africain. Très bien. Voilà. Docteur, vous suivez un peu le football? Je suis et j'ai un peu pratiqué. Mais, très bien. Donc, j'aime bien. Très bien. Réaction un peu sur la CAF Award 2023, des favoris? Enfin, je vais rejoindre leur avis. On aimerait bien que Sadio Mané remporte le titre, le trophée du meilleur joueur. Mais si on est juste réaliste, ça va être compliqué. Compliqué pour lui, effectivement. Alors, Madame Sarr, vous n'êtes pas trop football? Non? Vous êtes un peu comme moi, ne vous inquiétez pas. On est deux sur ce plateau. Elle n'est pas comme le pape, hein, qui aime beaucoup le football hein, et qui s'y connaît très bien. Moi, je ne suis pas très football. Vous n'êtes pas seul, ne vous inquiétez pas. Alors, Abdelaziz Ben, on va continuer avec justement la Ligue 1. Alors, le programme. Avec la deuxième journée qui démarre ce samedi, avec au programme le Guédiawaye Football Club qui reçoit le Casa Sport de Ziguinchor à Amadou Barry, Dakar Sacré-Cœur qui joue contre le Djaraf. Le match est prévu à Alassane Djigo de Pikine dimanche. La Linguère de Saint-Louis reçoit l'AS Pikine au stade Mawade Wade. Union sportive de Wakam, Tenguej Football Club à Amadou Barry. Diamano de Fatick, stade de Mbour à Caroline Faye. Ndiambar Sonacos au stade de Lat Dior. Et puis lundi, Génération Foot qui joue contre Gorée également au stade Lat Dior de Thiès. Qu'en est-il de la Ligue 2? Avec également la deuxième journée au programme samedi, AS Douane Dakar Université Club, CNFC de Thiès contre RS Yoff, Oslo FA joue contre Agel de Rufisque, Keur Madior Thiès Football Club et dimanche Amitié FC joue contre Demba Diop, Ndiambour HLM et lundi on aura Niary Tally contre Walidane. Linguère face à l'ASC Pikine, Aline Badara Kane. Un excellent timing pour la Linguère quand on sait que les Pikinois auront carrément l'esprit tourné vers la grande arène nationale. La lutte. Voilà, la lutte. Donc ça va, ça va les perturber. Ça ferait forcément donc l'affaire. Hein? C'est samedi. Hein, le choc Linguère. Oh là là. J'ai crié victoire trop tôt. Mais non, on reçoit. Hein? Ce sera à Saint-Louis dans notre centre. Et donc, naturellement, la Linguère. C'est dimanche. Ah, c'est bien dimanche. Alors, au même moment, il y aura donc cette grande affiche tant attendue par toute la banlieue, surtout les Pikinois. Et je suis sûr que, qu'on le veuille ou non, ça va perturber le vestiaire donc, des Pikinois et la Linguère saura en profiter. Donc, pour leur donner le coup de grâce, quoi. Donc, je pense qu'en termes de timing, bon, j'y vois un bon signe, un bon croyant. Et je vois que là, donc, les dieux du football sont une fois de plus donc Saint-Louisiens. Et puis la Ligue qui est quand même sur ses bases, sur ses terres, au stade de Mawade Wade, a toutes les chances de battre quand même l'AS Pikine. Parce qu'en termes de palmarès, de vécu, il n'y a pas photo entre ces deux équipes. Hein. Je sais que ça ne va pas faire plaisir à nos amis pikinois, surtout Ibrahim Mondong et tout cela, mais quand même entre la grande Ligue de Saint-Louis et l'AS Pikine qui commence un peu à émerger, il y a un fossé qui est encore là. Et la Ligue saura se montrer souveraine donc à domicile. Et la Ligue qui a fait un bon début de championnat en tenant tête au Casa Sport. À Kolda. Au soleil. 2 buts partout. Donc il faut se dire que la Linguère a l'avantage également du terrain en recevant cette équipe de l'AS Pikine. On en parlait hier. Il s'agit des nouveaux maillots des supporters. Tu nous as préparé un élément là-dessus. Il s'agit d'un maillot pour les fans par l'équipementier lancé par l'équipementier de l'équipe nationale du Sénégal. Un maillot qui représente nos couleurs. Nous allons suivre cette vidéo de présentation. Alors, une vidéo qui a beaucoup circulé sur les plateformes digitales. Docteur, vous avez vu un peu les maillots. Il y a eu beaucoup de critiques autour de ces maillots.
À vrai dire, je n'ai pas eu le temps de voir ces temps-ci l'actualité, vu que je suis dans le comité local d'organisation de la Hortique. Donc j'ai eu un peu, je n'ai pas du vraiment mal un regardé. peu à surfer sur les plateformes digitales. Alors, je te laisse continuer, placer un commentaire. Ali Badarakan, on a déjà parlé hier. Non, mais je n'ai pas critiqué les maillots. Hein. Ce design-là, c'est pour les supporters. Oui, ça n'a rien à voir. C'est vraiment mais pour après, les sur les plateformes, il y a eu beaucoup de critiques autour de ce maillot. C'était le cas avec les maillots. Nationaux. Oui, on entendait souvent les gens dire un Mordiaï qui te dit je ne vais pas porter ce maillot. 3 mois après, tu le vois avec le maillot. Tu dis, je me suis mais parce qu'il n'a pas le choix. Voilà. Vraiment, donc il faut que cette polémique-là reste sur les réseaux sociaux. Vous allez voir beaucoup de Sénégalais porter ces maillots pour supporter l'équipe nationale. Et puis ramener le trophée ici à Dakar. Inch'Allah, pour la Coupe d'Afrique 2023. 24. Oui, mais il n'y a eu pas un décalage. Il y a eu un glissement, mais donc l'officiel, sur le plan officiel, donc l'appellation reste, c'est 2023, même si elle aura lieu en 2024. Très bien, en janvier, ce sera en Côte d'Ivoire. Ça a été repoussé d'une année. D'une année. Voilà, c'est ça. C'était à cause de la Coupe. Et ça avait posé problème à pas mal de gens, déjà lors de la précédente compétition. On pensait que c'était en 2022. Or, bon, officiellement, dans les... dans le circuit de la CAN, de la CAF, dans l'historique de la CAN plutôt, on va dire CAN 2021 remporté par le Sénégal, même si la victoire a eu lieu en 2022. Parce qu'il y a eu un glissement en tout cas de date, et ce qui fait ça perturbe un peu donc l'agenda du football africain. Mais donc, considérons qu'officiellement, la CAN est en 2023. Très bien. On va continuer comme ça ou finalement on va rattraper Non, il y aura un moment où carrément on va... C'est compliqué de jouer en juin-juillet, donc avec la pluie. Il pleut beaucoup. Il pleut beaucoup là-bas. Il pleut beaucoup en Côte d'Ivoire pendant cette période-là. Alors on va continuer avec une toute autre discipline. Non, on va rester sur le football, mais plutôt le football féminin. Alors les U20, le Sénégal qualifié au troisième tour. On parle de canoë-kayak. Ok, très bien, canoë kayak. Cette compétition qui entre dans le cadre des préparatifs des JOJ de Dakar 2026 pour la petite catégorie. Le festival a démarré par le lancement officiel du paddle, une nouvelle épreuve de la Fédération internationale, nous dit Jacob Ndir et Tanda Ndiaye. Si la nouvelle épreuve, le paddle, un produit de la Fédération internationale des canoë-kayak et avirons, et qui demande des qualités cinétiques, de l'équilibre, mais aussi de la proprioception. Et place maintenant au beach canoë, réservé à la petite catégorie, et tout ceci en direction des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. Du côté des minimes comme du côté des juniors, il y avait véritablement de l'adversité dans l'eau, avec Youssi Sibi de Lance Bernard, mais aussi du côté des juniors filles, avec Aïda Mben de Pondorolé, c'est à Saint-Louis. Nous sommes venus pour deux aspects qui nous motivent de venir à Saly. D'abord, dans le cadre du prolongement de notre programme annuel, la direction technique nationale a jugé d'organiser à Saly en accord avec le club. Le Sénégal va organiser les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Saly est parmi les 3 sites choisis par le Comité olympique international et le Comité olympique Sénégal d'abriter en tout cas les Jeux de sport nautique. Des bis compétitions, des bis canoë du côté de Saly. Le Sénégal prépare en ce moment les championnats d'Afrique senior du Nigeria, un qualificatif pour les Jeux olympiques de Paris 2024. Ce sera à Lagos du 23 au 27 novembre 2023. Oui. Alors, c'était justement à Saly, Portugal. Alors, c'est des activités généralement qui ne sont pas très vulgarisées, sportivement parlant. Alors aujourd'hui, comment on peut aujourd'hui s'adonner à ce sport ? Faire intéresser les jeunes surtout au niveau des écoles, sensibiliser ces jeunes-là pour leur permettre de pratiquer cette discipline. Aujourd'hui, la fédération a commencé en allant chaque week-end au niveau de la Petite Côte, mais également au niveau de Dakar pour permettre aux jeunes d'être initiés au canoë-kayak et puis de préparer, comme on l'a dit, les JOJ de 2024. Ça va être très important pour le Sénégal d'avoir une équipe déjà qui va participer à ces Jeux-là. Très bien. Et on va continuer avec la lutte sénégalaise. Le combat Modulo Ama Baldé, c'est ce dimanche. Le combat tant attendu entre Modulo des Parcelles Assainies et Ama Baldé de l'écurie Falaye Baldé. Modulo, le roi des arènes, est prévu donc ce dimanche 5 novembre à l'arène nationale, suivant les chorégraphies des 2 lutteurs lors de leur open press cette semaine.
Alors, supporter Modulo Ama Baldé. Bon, je peux être sur le plateau de la RTS et dire je supporte Modulo. Mais je sais que, bon, je vais mettre une petite piécette sur Ama Baldé. Parce que comme je viens de l'arrière-banlieue Tivaouane, donc je traverse un peu Pikine avant d'arriver chez moi. Donc la solidarité inter-banlieusarde. Bon, les parcelles, bon, écoutez, ils sont un peu plus proches donc, du centre-ville. Donc moins banlieusards que nous de Tivaouane ou bien de Pikine. Hein. Et puis Ama, vraiment, bon, c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect quand même. Hein. Voilà, il est tellement attaché à ses valeurs. Et puis d'un commerce très facile, toujours au milieu des enfants et tout, avec qui il ne cesse de se chamailler. Bon, mais dans le bon sens, on va dire, hein, parce qu'il est leur ami. Donc dans tout Pikine, on connaît sa proximité avec voilà, ces couches-là, cette couche, et puis également avec les autres également. Et puis il est aujourd'hui donc l'espoir de tout Pikine, digne héritier de Falaye Baldé. Je pense qu'il a tout pour être le prochain roi des arènes, même si moi j'ai quelque part certaines appréhensions par rapport à sa longue période d'inactivité, parce qu'un sportif, c'est vraiment la pratique, c'est l'assiduité sur le terrain, et ça fait bientôt 4 ans qu'Ama Baldé n'a pas noué le ngemb. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il a su se préparer, parce que rien ne peut remplacer la compétition. Entre-temps, Modulo a eu à faire quand même deux gros chocs. Il s'en est sorti admirablement. Alors, ça va être vraiment très compliqué. Mais je pense que les paris sont ouverts. Hein. Chacun a sa chance, comme on va le dire. Je vais être un peu dans l'analyse un peu des spécialistes lamb. Koudjoum Dano. Naturellement, forcément, quelqu'un se trompera. J'attendais sa question pour dire que Koudjoum Dano, je vais faire comme l'autre. C'est ça. Koudjoum Dano. D'accord, Koudjoum Dano. Modulo, Koudjoum Dano, Ama Baldé, Koudjoum Dano. D'accord. Docteur, pro Modulo, pro Ama Baldé. Bon, c'est deux bons exemples de la lutte sénégalaise, de jeunes qui ont quand même montré qu'ils avaient leur place là où ils sont actuellement. Je dirais juste que le meilleur gagne. Très bien. Madame Sarr. Je vais à la suite de... Que le meilleur gagne. Exactement, que le meilleur. Une pensée également à Tafa, un inconditionnel de Modulo, des parcelles assassinées. Nos deux invités s'en lavent les mains, quoi. C'est une décision à la Ponce Pilate. Hein. Non, mais moi, à la fin, j'ai un peu glissé, hein, un peu vers Pikine, là. C'est que lui, il passe par parcelle, par Guédiawaye. Mais il choisit finalement Pikine. Et il choisit Pikine. Donc, ça nous fait penser... C'est du Aline Badara. C'est du Aline Badara, tout craché. Ça nous fait penser à Moustapha Ndiaye, qui justement également qui est au Parcelles Assainies, fervent aussi supporter de Modulo, et ainsi qu'à Tafa. Tafa Immobilier. Il pourra revenir ici au Sénégal, parce que depuis la chute de Modulo devant Balagaï, il a pris ses jambes à son cou pour s'exiler en France, parce qu'il ne pouvait pas supporter cette honte-là. Mon cher, bon, j'espère qu'à l'issue de ce combat, tu pourras revenir au Sénégal. Il reviendra, Inch'Allah. Il avait parié, il avait perdu. Ah non. À chaque fois qu'on montre la chute, il dit, mais pourquoi on montre ces images-là? En tout cas, merci beaucoup pour ta belle chronique, Abdoulaziz Ban. On va passer tout de suite à la rubrique invité, juste après le jingle. Alors, ce matin, nous recevons en plateau Madame Josette Marie Sarr, qui est bergère de la communauté Jeunesse Espérance. Alors, c'est un jeu de mots, hein, Jeunesse
Espérance? Jeune Espérance. Jeune Espérance, très bien. Aline Badarakan, c'est à toi? Et j'aime bien ce jeu de mots parce que ça me permet de me souvenir toujours d'une amie, une amie de Kenkeliba, donc Espérance Beng, à qui nous souhaitons une excellente journée. Et donc, Jeune Espérance, il y a l'espoir là-dedans. Donc voilà, entretenir l'espoir et vous faites partie donc des guides de cette communauté parce qu'en tant que bergère, vous êtes forcément donc une guide pour les membres de cette communauté. Effectivement. Alors, si tu permets, je voulais juste faire passer un tout petit élément juste avant de commencer l'interview. On va suivre ça. Le week-end des femmes est une cure d'âme, que je pourrais dire pour les femmes. Comme un cadeau, un temps de grâce, un temps privilégié. C'est de forts moments de partage, de joie, des fois de larmes. Il faut le vivre pour le connaître. Et il faut être femme pour savoir ce qui s'y vit. C'est une halte, une pause avec le Seigneur, où nous nous abandonnons carrément avec le Seigneur. On est face à face avec lui et il nous fait du bien. Et nous bénissons Dieu pour tout ce que ce week-end a fait dans les cœurs, dans les vies des femmes, dans leur famille, mais dans les lieux de travail. Que vous soyez jeune, moins jeune, en tout cas à partir de 15 ans, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes toutes invitées. C'est vraiment une grande invitation, un appel général à dire à chaque femme qui regarde cette vidéo de se sentir concernée par cette rencontre. La parole de Dieu n'a pas de frontières. Donc tous ceux qui sont au-delà de nos frontières, vous pouvez venir. Parce que dans ce bois, Dieu aime rencontrer chaque femme. Ça sera pour toi l'occasion de te ressourcer et de te faire du bien auprès du Seigneur. Prenez l'avion, prenez les bus, prenez ce que vous voulez parce que Jésus en vaut la peine. Ce que vous allez expérimenter sur place en vaut la peine. Yàlla tekki ñëpp may ku nekk jot fan ak tal parce que lii sunu yëf la du yëfu kenn sunu yëf. Venez, venez très nombreuses, venez de partout. Ce week-end peut être ton week-end. L'appel a été lancé ce week-end pour les femmes Jeune Espérance. Alors, Aline Badarakan, je te laisse poursuivre. Voilà. Et donc, l'événement est porté par la communauté, voilà, donc Jeune Espérance. Hein, vous en êtes à votre 37e week-end des femmes. Hein. Après, on reviendra bien sûr naturellement sur ce choix-là, bien précis, pourquoi donc cibler que les femmes le temps d'un week-end. Mais tout d'abord, on va s'arrêter un peu sur l'historique de cette communauté, la communauté Jeune Espérance. Alors, comment elle est née, cette communauté-là? Dans quelles circonstances? À quel moment ces fondateurs ou bien fondatrices sont réunis pour la mettre sur pied? Voilà, la communauté Jeune Espérance est née lors de la venue du pape Jean-Paul II en 92. 1992. Voilà. Un grand moment pour le Sénégal à l'époque, on se souvient bien. Voilà, et c'est passé par notre sœur, Émilie Faye Cabral. Et quand elle a croisé le regard du pape à la chambre de commerce, et ce regard a bouleversé vraiment sa vie. Et elle s'est dit qu'elle ne va pas en rester comme ça, elle va cheminer vers la conversion. Et de ce fait, elle s'est dit, ce que j'ai reçu, je vais le partager à des frères, à des sœurs. Et c'est de là qu'est née Jeune Espérance, avec un premier goûter d'évangélisation sur le thème le Notre Père, dans la maison familiale à Liberté 6. Et chemin faisant, des années après, en 1994, on a fait une halte pour demander au Seigneur la direction. Qu'est-ce qu'il faudrait pour Jeune Espérance? Qu'est-ce que le Seigneur veut pour la communauté? Et de là, on a fait une veillée. Et toute la nuit, nous avons prié et nous avons reçu la parole fondatrice, Isaïe 54, 1 à 4. Ta race va déposséder les nations et repeupler les villes abandonnées. Et de là, on a commencé avec des partages à Kër-Gilaï. C'était un petit nombre. Hein. C'est là-bas qu'est né le week-end des femmes. C'était un petit nombre, 7-8, des femmes, des jeunes filles qui se réunissaient et qui parlaient de leur vie, de leurs soucis, de leurs difficultés. Et ça a grandi de 7, 30, 100 jusqu'à maintenant 3000 femmes, parce qu'elles ne contenaient plus à Kër-Gilaï, on est maintenant à Kër Moussa, au bois des Manguis. Voilà, c'est cette raison-là qui a amené le week-end des femmes. Alors, la particularité de votre communauté religieuse, c'est qu'elle elle s'ouvre à tout le monde, hein, à toutes les couches, hein, à tous les croyants. Il n'y a pas que des religieux ou religieuses, il y a également des laïcs. Vous en êtes, par exemple, une.
Voilà. Vous en êtes l'exemple. Voilà. Nous sommes des laïcs. De s'ouvrir à tout le monde. Voilà. En fait, la communauté Jeune Espérance n'a pas de religieux ni de religieuses, mais est composée de laïcs. Ah, que de laïcs? Que de laïcs. C'est composé que de laïcs. OK. Voilà. De différents âges, hein, de 15 ans à 78. Voilà. Elles ne sont pas nombreuses hein, dans l'Église, les communautés qui ne sont composées que de laïcs. Bon, je ne pense pas. Hein? Il y en a, mais c'est pas, il y en a pas trop. Oui, ouais. Mais pas trop. Alors pourquoi ce week-end des femmes? Voilà, ce week-end... Vous nous excluez, hein? Vous ne nous invitez pas. Si, non, monsieur, pas du tout. On invite tout le monde. Et moi, on aurait bien aimé faire un détour. Hein? Parce qu'on ne peut pas faire ce week-end sans les hommes, hein, parce qu'il y a un soutien derrière, il y a des hommes aussi. Donc, ils en profitent. Hein, voilà. OK. Et 37e édition, quels sont les acquis que l'on doit à ce rendez-vous, à ce grand rendez-vous donc de la communauté Jeune Espérance? Qu'est-ce que vous apportez à ces femmes-là qui ont la chance donc de participer à ce week-end si particulier? C'est de leur annoncer la bonne nouvelle, la parole de Dieu. Et si peut-être ces femmes se sont détournées de Dieu ou bien la flamme de la foi a faibli, c'est de les rebooster, de leur redonner confiance, de leur redonner espérance par la grâce de Dieu. C'est tout à fait la raison pour laquelle le week-end des femmes. Okay. On partage. Okay. Et c'est aussi l'occasion pour ces dames-là également de revenir sur des expériences de la vie. Voilà. Tout n'est pas que religieux. Voilà. Bien sûr, un partage d'expériences pour toutes ces femmes qui viennent d'horizons divers également. Voilà. Elles viennent de différents horizons et on partage. Certains vivent des difficultés, certains vivent des joies et on se partage ces joies et ces difficultés. Voilà. Mutuellement. Ça commencera avec des masterclass, des conférences pour permettre à toutes les femmes de venir partager leur expérience, mais également d'acquérir beaucoup de connaissances lors de ces journées. Des retraites spirituelles? Voilà, c'est une retraite spirituelle, mais dans cette retraite spirituelle, il y a des enseignements. L'enseignement est plutôt centré sur le thème du week-end. Sur le thème du week-end, il y a des partages, il y a des écoutes compassion, il y a la louange, il y a l'adoration, il y a des confessions. Voilà. Donc c'est tout un programme. Voilà. Très bien. Vous avez parlé du thème de ce week-end. Quel est le thème? Il manifesta sa gloire et tous crurent en lui. Alors pourquoi ce choix? Voilà, le choix, on ne le fait pas au hasard. Hein. Très bien. Voilà. On se regroupe chaque mardi dans notre maison communautaire et on prie. D'accord. Et quand le week-end des femmes arrive, on prie pour vraiment avoir une direction. Et c'est durant cette prière qu'on reçoit une parole et c'est de cette parole qu'on tire le thème du week-end. Très bien. Okay. Mais alors, est-ce que pour ce week-end-là, des femmes de Jeune Espérance, voilà, des dames qui ne sont pas forcément catholiques, bien chrétiennes, ont la possibilité de participer? Tout à fait. On reçoit. Au-delà de la religion, comme vous l'avez dit, c'est vraiment plus entre femmes. Voilà, au-delà de la religion. Au-delà de la religion, on reçoit tout le monde. Dans le cadre surtout du raffermissement du dialogue interreligieux. Voilà. Islamo-chrétien. Okay. On reçoit des femmes musulmanes, des femmes qui ne croient pas. Voilà. C'est tout le monde qui est présent là-bas. Okay. Comment faire pour assister justement à ce week-end? Comment faire appel à vous? Où est-ce que ça va se passer? Et comment venir vers vous? Voilà, ce sont des inscriptions. D'accord. Voilà, sur Facebook. On a notre page Facebook, on a notre page Instagram. Qui s'appelle comment? Communauté Jeune Espérance. Très bien, sur Facebook et Instagram. Facebook. Sur les réseaux sociaux. Oui. En tout cas, votre team fait un magnifique travail de lobbying, hein, mais voilà, pour la bonne cause, hein, parce qu'on a tous été sollicités pour qu'on puisse véritablement accorder du temps à cette grande manifestation qui aura lieu donc durant ce week-end et portée par la communauté donc Jeune Espérance. Mais alors, comme vous avez la chance de fédérer autant de femmes, est-ce qu'il vous arrive aussi de faire des actions caritatives, par exemple, disons, dans le domaine de la lutte contre le cancer ou bien d'autres œuvres humanistes? Voilà. Bon, pour le moment, la vocation, elle est vraiment religieuse. Oui. Juste l'adoration du Seigneur, le rappel un peu des enseignements bibliques. Voilà, mais on tendrait peut-être à aller vers le social. Parce qu'on sent qu'il y a un réel besoin de ce social-là. Okay. Et est-ce qu'il y a un âge limite pour être membre de Jeune Espérance? 15 ans. Ça commence à l'âge de 15 ans jusqu'à... OK.
Ok. Il ne faut pas être jeune, c'est pas de 15 à 30, 35 ans. Non, il n'y a pas de limite après. Il n'y a pas de limite pour la... Je comprends. Les 18 et 19 novembre, 18 et 19 durant 2 novembre. jours, combien de femmes sont attendues à Kermoussa? Bon, presque 3 000 à 4 000 femmes. Wow. Ah, très bien. C'est pas une mince affaire. Hein? Non, c'est pas une mince affaire. C'est un gros... Là, ça demande beaucoup de, je sais pas, une logistique Voilà, vraiment importante pour la prise en charge. Tout à fait. Comment cela va se passer? Vous avez déjà reçu certainement le soutien, j'imagine bien, peut-être de l'Église, et peut-être également de laïcs. Le soutien de l'Église, de l'État, des laïcs, voilà, qui nous aident. Ok. Donc les Sérères qui feront le déplacement n'ont pas de souci. La restauration, elle est garantie. Elle est assurée. Ne laissez pas adresser cette question à Mme Sarah. Sarah, un bon Sérère, c'est pas pour vous. Je parlais pour les autres. Donc ils peuvent se rendre à Kermoussa en toute tranquillité. Tranquillité. Il y aura du couscous à gogo. Tout à fait. Du pain également. Il y aura tout. Du bonne sauce avec. Et un rappel donc des paroles bibliques. Ah, c'est bien. C'est bien. Alors, je parlais également des hommes, parce que vous avez parlé un peu de leur rôle à vos côtés, parce que rien ne peut se faire également sans nous. Voilà, on est quelque part aussi vos bergers à la maison. Tout à fait. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour eux dans le cadre de cette communauté-là? Pour les hommes, voilà, je vais expliquer un peu la structuration de la communauté. La communauté est structurée en apostolat. Il y a l'apostolat des femmes, c'est ce que je disais tout à l'heure, l'évangélisation du semblable par le semblable. L'apostolat des hommes, Timothée, l'apostolat des couples et l'apostolat des enfants. Voilà. Et tout dernièrement, on a eu à faire une retraite pour les hommes fermée de environ 80-90 hommes. Donc, ils ont aussi chaque année un week-end des hommes. Voilà. Ok. Et est-ce qu'il y a également des membres des fidèles qui nous viennent de pays de la sous-région? Parce que je vois que, par exemple, pour le pèlerinage au lieu saint, donc à Popenguine, au lieu marial, donc, il y a souvent des communautés qui nous viennent donc, de l'étranger, de ces pays-là de la sous-région. Est-ce que ce sera le cas également pour cette rencontre-là? Tout à fait. Ce week-end? Tout à fait, parce que Jeune Espérance aussi n'est pas qu'au Sénégal. Jeune Espérance est en Gambie et en Guinée-Bissau. On a Jeune Espérance Gambie et Jeune Espérance Guinée-Bissau. Donc, on a des pays de la sous-région, Gambie, Bissau, Burkina, Mali, Guinée-Conakry, voilà, et de la diaspora aussi, des États-Unis, de la France qui viennent assister à ce... De la Mauritanie également. Oui, et de la Mauritanie, tout à fait. Merci de me le rappeler. Ok, en tout cas, ça promet. Ça va être vraiment un grand événement avec 3000 participants. Voilà, participantes, devrais-je dire. Alors, le rappel du programme, Madame Sarr? Voilà, le programme, nous aurons un temps de louange, un temps d'adoration, de confession, d'enseignement, d'exhortation, d'écoute et de compassion. Et un temps vraiment centré dans la prière, voilà, la méditation du chapelet. Très bien. Et n'oubliez surtout pas de vous inscrire sur vos différentes plateformes digitales, la page Facebook et la page Instagram de Jeune Espérance. Salut Badara Khan. Oui, merci. Merci beaucoup pour cette première partie de la rubrique invité. Merci beaucoup Madame Sarr. Dans la seconde partie, un troisième invité prendra votre place. Merci beaucoup encore une fois d'être passé sur ce plateau. Tout de suite, je vous propose de suivre le clip du jour. On se retrouve juste après. Le clip du jour, Jésus Christel, qui colle vraiment à l'actualité de notre justement invité de ce matin. Tout de suite, nous allons passer au journal proposé par la rédaction de la RTS. Tout de suite, le bulletin d'info.
Escorte, motards et cavalerie. La manœuvre en dit long sur l'importance de l'événement. À la caserne Samba Diéry Diallo, la gendarmerie vit un instant mémorable avec le chef suprême des armées. Dans ces nouveaux habits, la caserne Samba Diéry Diallo est le symbole d'une gendarmerie forte conformément aux missions qui lui sont assignées. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des forces armées, je voudrais saisir cette belle opportunité pour vous exprimer ma profonde et déférente gratitude pour la confiance et le soutien permanent que vous avez toujours accordé à la gendarmerie nationale. Cette gratitude est l'expression de la reconnaissance de tout le personnel sous mon commandement pour la diligence que vous avez su apporter à nos suggestions de soldats à travers l'amélioration conséquente de la condition militaire et la modernisation continue de l'outil de défense. Au nom de ces braves femmes et hommes, au service du devoir en tout temps et en toutes circonstances, au nom de leurs familles et au nom de nos illustres anciens ici présents, je voudrais très respectueusement vous souhaiter la bienvenue dans cette mythique caserne, grand témoin de notre histoire, le quartier Samba Diéry Diallo. Le président de la République n'a pas lésiné sur les moyens. L'investissement répond à son ambition de préserver les forces de défense et de sécurité. L'infrastructure qui se dresse majestueusement devant nous symbolise toute l'importance que j'accorde à la grandeur et au prestige de nos forces de défense et de sécurité, dont la gendarmerie nationale est une composante essentielle. Il en est ainsi parce que les hommes et femmes de nos forces de défense et de sécurité, en choisissant le métier des armes, ont fait don de soi pour être les sentinelles vigilantes de l'intégrité territoriale, du maintien de l'ordre public et de la défense des institutions de la République dans le respect de la loi et sous le commandement de l'autorité civile. L'intégrité territoriale, la paix et la sécurité sont les conditions sine qua non de la quiétude des citoyens et de la stabilité nationale. En participant à leur préservation, nos forces de défense et de sécurité contribuent à la sauvegarde des fondements de l'État, de la nation et de la République. C'est ce qui nous rassemble et nous protège. La montée en puissance de la gendarmerie est emblématique du prix que le président Macky Sall attache à la sécurité face aux enjeux. Nous vivons au quotidien la montée des périls, le terrorisme, le trafic de drogue, la piraterie maritime, la paix. Et comme il en sera pour les autres régions qui ont été visées par ce programme. La visite était l'occasion pour les populations d'exprimer leur volonté de voir les vols d'Air Sénégal atterrir à Kédougou. C'est une demande aussi de la région que les gens font vraiment. Ils souhaiteraient vraiment que Air Sénégal vienne quand même sur Kédougou. C'est une doléance que j'ai saisie et dont je me ferai l'avocat en tout cas pour qu'elle soit prise en charge le plus rapidement possible. Des travaux de désherbage sont prévus dans les prochains jours pour aérer la visibilité de la piste. En cet après-midi très ensoleillé au môle 3 du port autonome de Dakar, un navire d'une rare particularité accoste au quai 32. L'île de Ba, un navire battant pavillon français, long de 160 mètres, vient livrer un colis spécial. Un câble sous-marin qui ambitionne de révolutionner la connectivité au Sénégal. Le Sénégal se positionne comme étant un hub technologique
au sein de l'Afrique. Donc c'est un projet extrêmement important puisqu'il permet aujourd'hui d'accroître la connectivité en Afrique, connectivité au Sénégal, et qui place tout de suite la Sonatel et le groupe Orange parmi les leaders mondiaux. Et c'est une démarche qui est en totale conformité avec le plan Sénégal émergent de manière générale. Un Sénégal émergent passe aussi par des investissements dans les infrastructures technologiques numériques, à l'image du câble To Africa. Le câble To Africa, c'est tout simplement le câble sous-marin le plus grand du monde, qui vient donc aujourd'hui atterrir ici à Dakar et qui va relier 33 pays sur 3 continents. Un câble gigantesque qui fait quasiment le tour du monde. Il part du Royaume-Uni, passe par le Portugal pour rallier l'Afrique du Sud, aller jusqu'en Égypte pour atteindre la France. Un câble long de 45 000 km qui embarque plusieurs innovations. La caractéristique de ce câble, c'est qu'il vient avec des capacités inédites, 180 terabits. Et donc l'abondance aussi est quelque chose, un facteur qui va tirer les coûts de connectivité vers le bas pour tous les opérateurs et les fournisseurs d'accès à Internet au Sénégal. Le Sénégal entre dans une nouvelle ère, celle de l'économie numérique. Pour l'acquisition de ce câble, Sonatel a collaboré avec les géants du secteur des télécommunications, à l'image de Meta, Alcatel, afin d'anticiper les besoins en connectivité des usagers. Nous sommes dans l'ère du numérique et dans les 5 ans qui viennent, nous nous attendons à voir le trafic 4G qui va plus que doubler. Et l'avènement de la 5G va aussi entraîner une explosion des usages. Pour faire face à la hausse de la demande des clients, le Sénégal fait partie des 16 pays choisis pour héberger les équipements de ce câble. Les travaux ont bien démarré. Là, les travaux de pose du câble vont démarrer avec l'arrivée du bateau. Et la station d'atterrissement est aussi bien démarrée. Elle est en cours de construction aux Almadies. Et Inch'Allah, nous serons dans les délais. Pour ce qui est des délais de préparation et la logistique d'approche du navire, un plan d'action cohérent et efficace est défini, impliquant l'ensemble de la communauté portuaire. Nous rappelons simplement que ce navire est rentré aux eaux sénégalaises. Le même jour, il a accédé au quai. Le navire va opérer. Il restera dans les eaux sénégalaises pour faire les opérations. Et nous continuons à travailler avec la Sonatel, le ministère, pour pouvoir faire de cette opération un succès pour le Sénégal. Un Sénégal numérique à l'horizon 2025 passe par la promotion d'une connectivité accessible à tous. La mise en service du câble To Africa est prévue au dernier trimestre de 2024. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue, il est 7h34. Vous êtes nombreux à nous suivre sur nos plateformes digitales ou encore en direct sur la Une. Bonjour à Lissoum Sissé, Madame K, qui nous suit actuellement, et également à la fille de Ndiémé, notre collègue qui fête son anniversaire ce matin, qui s'appelle Kumba Diallo Paye. Et également beaucoup de collègues aujourd'hui qui nous suivent ce matin, en l'occurrence Espérance Mbaye, Johanna et Angèle Fay, Madame Mor. Ndiaye, tu connais Angèle Fay, Madame Mor? Bon, Angèle Fay, Madame Mor, hein, je fais partie des témoins de leur union. Ce fut un moment inoubliable pour toute l'équipe de Kenkeliba. Donc on célèbre le mariage entre Angèle Fay et Mor Ndiaye. Ça permet davantage de raffermir les liens, le dialogue interreligieux, le dialogue islamo-chrétien. Et ce couple-là en est un modèle parfait. Donc vraiment, je leur souhaite tout le bonheur du monde. Très bien. Au couple Ndiaye, Angèle Fay et monsieur, bien sûr, Mor Ndiaye. Un mariage qui s'est célébré dans la discrétion, parce qu'aucune équipe de Kenkeliba n'est au courant. Moi, je fais partie des témoins. Hein. Alors, Mahfouz. Étant l'avocat d'Angèle, je sais pas. C'est une blague. Espérance Mbengue également, voilà. Une amie. On va passer à la rubrique invité juste après le jingle. Alors ce matin, nous recevons en plateau Dr Kantaka, médecin en radiothérapie. Il vient nous parler aujourd'hui du 14e congrès de l'African Organization for Research and Training in Cancer. Ouais. Tu sais le dire avec cet accent? Je l'ai dit tout à l'heure, le rappel est un peu de pédagogie, c'est bon. Allez, Madame, je laisse dérouler. C'est le plus important, le message est passé. On a compris, c'est le plus important. Et donc on reviendra, on va s'appesantir davantage
sur le thème de cette année, de ce 14e congrès qui se tient actuellement à Dakar, au Sénégal, le cancer en Afrique, mise en œuvre, main-d'œuvre, opportunité. Qu'est-ce qu'on devrait en déduire, docteur? En fait, le cancer, mise en œuvre, main-d'œuvre et opportunité, enfin, on peut juste suivre selon les définitions. Mise en œuvre, ça veut dire qu'on devrait voir comment mettre en place toute la stratégie et toute la planification autour du cancer, la sensibilisation, le traitement, la recherche, la prévention surtout, qu'on a tendance à oublier et qui me semble importante, surtout dans des pays à revenus faibles ou bien en voie de développement, comme on le dit. La main-d'œuvre, c'est encore un problème. Et l'aortique est dans sa stratégie, forme des spécialistes, aide au renforcement de capacités de plusieurs spécialités africaines. Parce que, bon, disons que l'aortique, c'est la première organisation ou la plus grande organisation africaine qui regroupe tous les spécialistes en cancérologie, tous les acteurs de la cancérologie qui sont des malades, des sociétés autour du cancer, et également des membres non africains, et très souvent qui viennent d'Afrique à l'origine. Donc, lorsqu'on dit main-d'œuvre, ça veut dire capitaliser tout ce qu'on a pour aider à traiter cette maladie-là ou à prendre en charge cette maladie qui est moins grave que ce qu'on... Mais à condition que le diagnostic soit précoce. Bien sûr, bien sûr. Et dans les opportunités, c'est voir comment avoir un link interpays, parce qu'on arrive encore dans nos pays, on a encore du mal à voir les voisins, notamment les francophones et les anglophones, pour de meilleurs partenariats afin d'avoir des plans unifiés et voire même travailler ensemble pour la sensibilisation, puisqu'on a quasiment les mêmes cancers. On est dans un continent où quasiment on a vraiment les mêmes choses, qu'on soit anglophone ou francophone. Et puis la particularité dans cette lutte-là contre le cancer, c'est qu'il y a l'apparition de nouveaux types de cancers qui jusque-là nous étaient inconnus. En fait, ce qui se passe dans nos pays, c'est qu'on a l'impression de voir de plus en plus de cancers qu'on disait retrouver en Occident. Oui. Mais c'est normal. C'est parce que les capacités diagnostiques ont évolué. D'accord. La population a augmenté, mais les capacités diagnostiques aussi ont évolué. Et la sensibilisation également a fait du bien. Les gens sont maintenant plus aptes à aller voir leurs médecins, notamment les femmes, pour la détection précoce, ce qui fait qu'on peut voir, je vous donne juste un exemple, le cancer du côlon était décrit comme un cancer du sujet caucasien. Maintenant, dans nos pays, de plus en plus, on voit des cancers du côlon parce que les gens, dès le moindre signe d'alerte, ils vont consulter leur gastro-entérologue et les médecins aussi, généralistes, y pensent de plus en plus. Donc, c'est pour ça qu'on a l'impression qu'il y a de nouveaux cancers, mais ces cancers étaient là, peut-être sous-diagnostiqués ou absolument pas diagnostiqués. Là, vous nous rassurez finalement, donc c'est une bonne chose. On ne doit pas s'en alarmer, c'est une bonne chose. Qu'il y ait cette prise de conscience c'est une bonne chose, sur l'existence de ces cancers. Bien sûr, c'est une bonne chose qu'il y ait une prise de conscience collective, mais il faudrait qu'on pousse encore, parce qu'il y a dans certaines, en tout cas dans certaines pathologies, dans certains cancers, notamment les cancers des hommes, il y a beaucoup à faire. Dans certains cancers des femmes, il y a beaucoup à faire dans la prévention. Je vous donne l'exemple du cancer du col de l'utérus. Dans certains pays, ils envisagent l'éradication de ce cancer-là d'ici très peu, une dizaine ou une vingtaine d'années. On n'en est pas là parce que les moyens qui permettent cette prévention-là sont parfois diabolisés. Prenons le cancer du col. L'Australie envisage de l'éradiquer définitivement d'ici quelques années parce qu'il y a eu une vaccination de masse
au Sénégal, notamment, lorsqu'on parle de vaccination, il y a certes toute une théorie de complotistes qui dit oui, ils nous envoient des vaccins juste pour telle ou telle chose. Diminuer la fertilité de nos femmes, réduire la population. Mais on oublie derrière que notre alimentation vient souvent d'ailleurs et que s'ils voulaient vraiment nous... ça est très, très facile. C'est vrai. C'est parce qu'aussi, pour rassurer ces populations, il faut que l'on sente l'implication des chercheurs africains dans l'élaboration, la fabrication également de ces vaccinations. Est-ce qu'aujourd'hui, l'Afrique est bien représentée au niveau de ces instances, dans ces grandes firmes pharmaceutiques? Parce que cela également est extrêmement important. En fait, lorsqu'on a la chance de voyager et de voir, d'aller dans des laboratoires, on se rend compte qu'on a beaucoup d'Africains en dehors qui travaillent dans ces firmes-là. Et ils n'accepteront pas, j'imagine, le génocide de leur frères. Absolument pas. Mais le seul problème, c'est qu'il n'y a pas de coordination réelle au niveau africain qui permette à ces chercheurs-là de pouvoir revenir et surtout de travailler. La recherche est très faiblement financée dans nos pays. Donc, un chercheur a besoin de financement. Les sujets sont là. Tout est inconnu, entre guillemets, en Afrique dans le domaine de la cancérologie. Que ce soit l'épidémiologie, la biologie moléculaire, l'aspect clinique de nos cancers a été très décrit, mais pas en globalité. Les traitements utilisés ailleurs, surtout les nouvelles lignes de chimiothérapie, les nouveaux types de traitements en radiothérapie, ne sont pas forcément disponibles dans nos pays, sauf peut-être dans certains pays du Nord ou l'Afrique du Sud. Le reste de l'Afrique reste encore marginalisé. Et je pense que si on y arrive, si on arrive avec l'aortique, bien sûr, à mettre en place tout ça, on peut arriver à une recherche efficace qui répondra à nos besoins locaux et qui sera forcément adaptée à ce qu'on a. Parce que le cancer, c'est une affaire de biologie. Et la biologie retrouvée en Afrique, elle est différente de celle qu'on va retrouver en Asie ou aux États-Unis. Donc, il faudrait qu'on se ressente davantage sur nos cancers pour voir comment les éradiquer pour ceux qui sont transmissibles. Et, enfin, lorsque je dis transmissible, ce n'est pas le cancer qui est transmissible, mais c'est l'agent qui donne le cancer qui est transmissible, comme le human papillomavirus qu'on connaît sur le col, les cancers de gorge et les cancers du canal anal. Mais est-ce qu'aujourd'hui, les jeunes médecins, je m'excuse parce que c'est un peu dans la continuité. Dans la continuité, les jeunes médecins africains, mais sénégalais surtout, parce que cette question... vous êtes destinés, ont vraiment envie de rester en Afrique, de se battre malgré la faiblesse des moyens, pour relever le plateau médical, également aider un peu la recherche? Je pense que rester en Afrique est difficile, mais c'est un challenge. Ça dépend de chacun, sa façon de voir les choses. Si c'est juste pour être dans de bonnes conditions, c'est sûr que les jeunes médecins sénégalais, africains en général, sont mieux ailleurs. On s'occupe mieux d'eux, on les met dans des conditions qu'ils ne rêvent même pas avoir dans leur pays. Mais il y a aussi derrière le challenge de venir dans un environnement quasi neuf et de faire tout ce qu'on arrive à faire en Europe ou aux États-Unis et vraiment en fait, l'Afrique ou le Sénégal est un sujet très fertile en recherche. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas jusqu'à présent été explorées parce que simplement les moyens n'étaient pas là ou bien les politiques n'étaient pas vraiment un peu, disons, focus ou braqués sur cette maladie. Donc c'est plus un challenge de revenir en Afrique et au Sénégal, mais j'avoue que c'est très très difficile et les autorités, les hôpitaux dans lesquels les jeunes médecins travaillent, les directeurs d'hôpitaux bien sûr devraient, enfin je pense qu'ils le font, mais qu'ils peuvent encore faire mieux. Très bien. Alors, j'ai senti notre invité qui nous a rejoint, M. Mama Sabara. Réaction par rapport à ce que disait tout à l'heure le docteur. Je vous sentais acquiescer certains éléments qu'il était en train de... Oui, c'est vraiment un plaisir de savoir très dynamique parce que
j'ai une déformation en tant que professionnel du MICE, du Meeting Incentive and Events, que le Sénégal maintenant accueille des congrès dans le domaine de la médecine. Avant qu'en 89, c'était un balbutiement, mais maintenant nous voyons que les médecins, dans le cadre de la recherche, amènent leurs collègues d'ailleurs, d'ici et d'ailleurs, pour échanger. Et ça va permettre un peu, je pense, à une meilleure maîtrise du phénomène de la médecine, de la santé au Sénégal. Et peut-être, voilà, je pense que c'est du domaine du tourisme d'affaires que Dakar, la place de Dakar aujourd'hui, c'est une place extrêmement importante dans le cadre des rencontres internationales. Et voilà. Très bien. Alors, vous êtes médecin en radio... Tu peux me placer... Radiothérapie, non, c'était pour Aziz Ban. En médecin en radiothérapie, en fait, ma question, c'était autour justement de cette radiothérapie-là. À quoi sert-elle? On entend souvent, quand on parle de cancer, on entend parler de radiothérapie, on entend également parler de chimiothérapie. Cette machine, à quoi sert-elle concrètement, de la radiothérapie? En fait, la radiothérapie, c'est une spécialité de la grande entité cancérologie. Et c'est une spécialité comme la chirurgie. D'accord. Donc, disons qu'avant, tous les cancers étaient opérés. Les techniques ayant évolué, on s'est rendu compte qu'en faisant une radiothérapie, après la chirurgie dans certaines localisations, on évitait la rechute de la maladie. Les choses ont encore évolué et on s'est encore rendu compte que cette radiothérapie, dans certains cancers, peut remplacer la chirurgie. Très bien. Ou bien c'est équivalent en termes d'efficacité, tout en n'étant pas invasif. Le chirurgien va opérer, ouvrir, le radiothérapeute, il va faire un scanner, une imagerie, derrière sa machine, faire des calculs de physique pour arriver au même résultat que le chirurgien sans pour autant ouvrir la personne, l'amener au bloc opératoire, l'endormir, etc. Donc, la radiothérapie, elle sert à guérir les cancers, elle sert à rendre les cancers qu'on ne peut pas guérir chroniques, elle sert également à arrêter certains symptômes. Par exemple, une douleur qui ne passe pas sous antalgique, morphinique, de palier extrême, une radiothérapie peut permettre d'arrêter cette douleur. Très bien. Un malade qui saigne, les saignements n'arrêtent pas au niveau gynécologique ou même une vessie qui saigne, tous les médicaments ne marchent pas. Une radiothérapie hémostatique permet d'arrêter ce saignement-là. Un malade qui a une compression haute, notamment une compression à ce niveau-là, parce qu'il y a une masse qui comprime les vaisseaux, qui comprime tous les tuyaux et la personne n'arrive plus à respirer correctement, une radiothérapie décomprime cette zone-là. Donc, la radiothérapie, elle est utilisée dans plusieurs spécialités aussi. Ce qu'on oublie de dire, on n'est pas limité juste sur le cancer. Aujourd'hui, certaines maladies auto-immunes peuvent bénéficier de la radiothérapie, notamment la SLA. On ira même sur certaines maladies, par exemple, comme... si on regarde, par exemple, certaines maladies auto-immunes, on utilisait avant la radiothérapie, mais maintenant, de plus en plus, parce qu'elle était toxique avant, maintenant, comme les techniques ont évolué, on arrive maintenant à traiter ces malades-là sans faire d'effets secondaires dans la compression médulaire lente, etc. Très bien, Aline Badara Kane. Très pertinente ta question. Merci. Maintenant, on en sait davantage sur ce que c'est un radiothérapeute. Un radiothérapeute, je pense, on le dit ainsi. Oui. Voilà. Alors, un rappel du programme, parce que je rappelle que le congrès a démarré depuis hier. Alors, qu'est-ce qu'on a comme dernières activités à retenir? En fait, le congrès a commencé depuis hier et là, Dakar a accueilli 900 personnes venant de tous les continents et quasiment de toutes les nationalités africaines et en dehors de l'Afrique. Le programme hier a commencé par des ateliers de recherche et des présentations. Aujourd'hui aussi, chaque journée a des localisations qu'on traite et
également disons, je ne sais pas comment vous alliez à l'appeler, on met en relation des... Le networking. Voilà, Très bien. un peu de networking aussi. Et ça va se terminer normalement le lundi 6. Lundi 6. Merci beaucoup, docteur. Je vous en prie. Vraiment un plaisir de nous entretenir avec vous. Restez encore sur ce plateau. Et certainement, peut-être avant la fin, on ne sait jamais. Voilà, en guise de rappel, on peut revenir encore sur le programme. Ce sera un challenge. Merci beaucoup. Et là, on accorde les dernières minutes de cette émission à ce grand rendez-vous aussi, hein, mais dans le domaine culturel. Hein. Donc, le Dakar Gorée Jazz et touristique surtout. Donc, le Dakar Gorée Jazz Festival, représenté par son vice-président. Tout à l'heure, je vous ai présenté comme le secrétaire général, mais vous en êtes le vice-président. Alors, Mama Sabara, un acteur également donc, du secteur touristique. La 7e édition se prépare. Et quelles sont véritablement les innovations à retenir de cette 7e édition? Merci beaucoup, M. Khan. Avant tout, permettez-moi quand même de rappeler que ce festival, c'est un événementiel mix, tourisme-culture. Monsieur m'a replongé vraiment dans mon élément de positionner toujours Dakar comme une ville de rencontre internationale. Et le jazz est quand même une identité, je crois que sénégalaise, depuis le Festival mondial des arts nègres, le FESMAN. Et je crois qu'on a l'habitude maintenant d'avoir ces rencontres culturelles. C'est vrai. Et le Dakar Gorée Jazz Festival, je représente ici M. Amadou Koulignan, empêché. Ce Dakar s'inscrit toujours dans le positionnement touristique et en fait développer une bonne image de notre capitale. Très bien. Et pourquoi Gorée bon, pourquoi avoir tout simplement le festival Dakar Jazz, mais vous avez tenu à associer Gorée. Ouais, vous savez, les noms, on ne discute pas. On va dire Dakar Gorée Jazz Festival. C'est Amadou Koulignan qui l'a créé. Je pense que 45 ans aux États-Unis, avec son tempo, il a réfléchi à... Mais c'est bien, Dakar a été chanté, joué par des grands musiciens de jazz. Hein. Je crois que Gorée aussi. Hein, donc, la symbolique. C'est la symbolique. Quoi. Quels sont les artistes attendus durant ce festival? Bon, cette année, nous avons Catherine Farmer, une grande chanteuse très respectée dans le milieu du jazz qui est à New York. Et elle a une voix superbe. Vous savez, chanter dans le jazz, c'est pas évident. Il faut monter. Hein, et puis, il faut savoir descendre. Hein. Donc, voilà, elle a toute cette capacité aujourd'hui scénique, hein, et qui va venir avec des Japonais et d'autres en quartet. Puis après, nous avons Senia, un orchestre quintet de France, dont nous avons un Sénégalais d'ailleurs, Paco Thiam, qui est le contrebassiste, qui font du bon bebop. Le bebop, c'est un réduit du swing, hein, de l'orchestre, du grand orchestre. Hein. Voilà. Hein. Donc, avec ces gros instruments-là. Voilà, voilà. Donc, voilà. Mais maintenant, le bebop, c'est une musique très rapide où vraiment le musicien maîtrise son instrument. Hein. Ils vont très vite, comme les Charlie Parker, les Coltrane, Dizzy Gillespie, le Sénégal codé. Donc, il faut être as de son instrument. Voilà. Donc, on va avoir donc cet orchestre français qui va venir ici à Dakar. Et puis, l'Orchestre national du Sénégal. Hein. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont très forts. Hein. Ils se sont prouvés, ils se sont éprouvés dans la musique. Et la section jazz de Dakar, de l'Orchestre national de Dakar, est très férue. Hein. Ils seront là. Et un groupe Afrofusion, hein, qui sera là à Dakar aussi. Qui connaît Amadou Koulignan, c'est que c'est un passionné qui a fait presque 50 ans aux États-Unis et qui a côtoyé tous ces grands noms-là du jazz aux États-Unis. Est-ce que des jazzman venant du pays de l'Oncle Sam seront attendus à ce festival? Ben oui, il y a un orchestre, comme dit, de Catherine Farmer qui sera là, avec donc des Américains. Il faut qu'il y ait des Américains. Hein, c'est notre sponsor Royal El Maroc, quand même, travaille beaucoup
sur cette destination. Et c'est pour ça que nous avons une connotation très touristique de notre festival. Et donc, ce sera ce groupe américain qui va venir. Quelles sont les dates? Un ancien basketteur. Un ancien basketteur. Il a remporté la médaille d'or aux Jeux africains. Effectivement. Vous le connaissez bien? Oui, j'ai fait son portrait dernièrement, c'est passé dans le JT. Très bien. C'est pour ça que je sens ton intérêt. De Guédiawaye. Oui, mais d'origine de Médine. Oui, de la Médina, oui. Très bien. Alors, quelles sont les dates de ce festival? Alors, les dates, c'est du 9 au 11 novembre à la Maison de la Culture d'Outasek. Nous invitons tout le monde de venir supporter. Donc on n'ira pas à Gorée un peu Voilà, dans le format de notre festival, on fait des tentatives. Des fois, on veut bien aller à Gorée faire une scène, mais vous savez, transporter le matériel. Et que ce festival doit être soutenu. Vous savez, nous en sommes à la 7e édition. C'est pas évident d'organiser. Donc, nous demandons au ministère du Tourisme, l'Agence sénégalaise de promotion de nous aider, le ministère de la Culture et tous les sponsors de venir soutenir ce festival parce que Dakar en a besoin. La preuve, aujourd'hui, quand les congressistes vont sortir pour avoir une journée libre, le soir, on leur offre... C'est ça. Écouter du jazz. Écouter du jazz. Et Dakar s'y prête. Donc, nous tenons aujourd'hui à valoriser Gorée. Si on va continuer, peut-être on mettra une grande scène un jour, mais on a quand même une exécution à Gorée, naturellement, avec nos Américains qui vont venir. Il faut qu'on les amène à Gorée. On les amène souvent... parce que c'est le pôle touristique de Dakar que nous sommes en train de travailler. On allait à Lagrose, j'espère bien qu'on y ira. Il y aura des discussions pour faire découvrir à nos hôtes toutes nos valeurs, tout notre patrimoine naturel et culturel. Et vous vendez la destination Sénégal justement à travers ce festival-là, Alioune Badara. D'ailleurs, j'allais parler de la destination Sénégal parce qu'on sait qu'aussi il est très présent dans le secteur touristique. Donc il est l'un des acteurs, en tout cas, incontournables. Aujourd'hui, par rapport à la relance du secteur, est-ce que vous êtes rassuré? Est-ce que vraiment la relance, on y est? On est très rassuré. Vous savez, le Sénégal est très prudent en termes de tourisme. Et c'est très bien parce que le tourisme, c'est sans frein. Alors, il y a de très grands professionnels, il y a de très grandes infrastructures. Il y a aussi que l'offre touristique est très diversifiée, de sorte que nous appréhendrons le produit touristique comme un produit assez important pour maintenir notre cadence comme deuxième mamelle de l'économie du Sénégal. Et que, je veux dire, les territoires aujourd'hui doivent être beaucoup plus valorisés. Comme Dakar, Saint-Louis. Et nous, dans notre fédération, on peut parler de ça, nous faisons ce qu'on appelle la sauvegarde et la valorisation de notre patrimoine, qui va être notre levier pour développer la destination de nos terroirs. C'est ça qui fait qu'aujourd'hui, nous détachons un peu du générique Sénégal et nous développons en termes de produits parapluies, des marques territoires, Rufisque, Saint-Louis, et ça permet aujourd'hui d'être beaucoup plus présent au Sénégal. Merci beaucoup, monsieur. Voilà. Avec l'ouverture de la saison touristique. Voilà, c'est ça, exactement. Ça a été vraiment un plaisir de vous accueillir pour parler du Dakar Gorée Jazz Festival. C'est ça, Dakar Gorée Jazz Festival. Monsieur Sabara, Maman Sabara. Donc, je rappelle, vous en êtes le vice-président. Et puis, on a abordé aussi la question de la relance du secteur touristique. Bonne continuation. Merci et j'en profite également pour souhaiter une bonne journée à Issa Baro qui vient de perdre sa maman. Un grand acteur également donc, du secteur touristique sénégalais. D'ailleurs, il est le président de la Fédération des acteurs touristiques. Votre président. Donc vraiment, nos sincères condoléances. Et qui est le directeur des baies du monde. Voilà, des plus belles baies du monde. Des plus belles baies du monde. Que vous avez reçu sur ce plateau. Voilà. Docteur, merci beaucoup. Merci à vous et merci de nous avoir invités pour parler
cette conférence aortique intéressante que Dakar reçoit pour la deuxième fois depuis 2005. Très bien, c'était un plaisir de vous recevoir sur ce plateau, messieurs. Merci. Merci. Mes chers compagnons, de m'avoir accompagné ce matin. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que Kinkeliba tire à sa fin. Rendez-vous lundi avec Adama Anouchkaba. Bonne journée à Alpha Seydiba, Juma Moubarak. Et merci à Jane Amanda qui m'a habillé ce matin. À lundi. Up early in the morning, a long way but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up, get better warning, which makes me know where is the line was.